Pour les 20 ans de l'inscription du Val-de-Loire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, nous remontons le fleuve à la rencontre des acteurs du territoire. Première escale au Pont-de-Cé, où nous rencontrons Claire et Boris pour parler programmation culturelle. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Donc je suis Claire Pondossadé, je travaille pour la mairie des Ponts-de-Cé et je suis la directrice du tourisme et du patrimoine et je suis particulièrement chargée de m'occuper de Rive d'Art, qui est un lieu dont on parlera plus tard, je crois. Et moi je m'appelle Boris, je travaille pour une société qui s'appelle Confluence et qui gère au bord de l'eau 2 guinguettes, donc une au Pont-de-Cé qui s'appelle En Rouge et Loire et une seconde qui s'appelle le Héron Carré qui se trouve sur les bords de la Maine à Angers. Et moi je m'occupe de la programmation musicale et culturelle de ces 2 établissements, donc sur la période estivale. Alors maintenant on va dire où nous sommes, pour les gens, parce qu'il y a les gens qui nous voient sur certains réseaux et puis d'autres qui nous entendent, donc on va expliquer aux gens qui nous entendent où nous sommes. Est-ce que vous pouvez me décrire le lieu ? On est à 2 doigts de se faire embarquer par un banc de sable au bord de la Loire. Ouais. Vraiment sur les bords de l'eau, le pont Domnacus juste en face de nous, enfin en face de moi et de Claire et moi. Rive d'Art sur notre gauche. Et l'île aux chevaux derrière nous. Voilà. Et une guinguette en déconstruction sur notre gauche, puisque la guinguette des Ponts-de-Cé de cette année ne verra pas le jour. Ça, c'est le malheur de cette année Covid. Tout à fait, ouais. C'est la petite mauvaise surprise. C'est que donc nous, on a une activité qui est saisonnière, puisqu'on ne vit qu'à l'extérieur, sur nos guinguettes. Et la saison a été tellement entamée qu'économiquement, il n'est pas viable pour nous d'ouvrir les Ponts-de-Cé cette année. Donc ça a été vraiment la main sur le cœur et la larme à l'œil qu'on a pris cette décision de ne pas ouvrir la guinguette en Rouge et Loire cette année. Bon, c'est pour préparer une plus belle saison l'année prochaine, on va dire. Oui, on va se venger, oui. Ouais, je pense. Avec vous, on va aborder un thème un peu global on va se poser la question de comment on réalise une programmation culturelle un petit peu originale sur notre territoire du Val-de-Loire. On va commencer avec toi, Boris. Du coup, alors cette guinguette qui n'a pas lieu cette année, à quoi elle ressemble ? Habituellement, donc c'est vraiment un endroit de convivialité et de rencontre qui est complètement tourné vers l'eau, donc vers la Loire ici. Où on propose du coup une restauration à base de produits frais, où un bar propose aussi de la bière locale et des vins en biodynamie pour la plupart et des vins propres dans ce coin-là. Et autour de ça, pour mettre en avant un petit peu et le panorama et la ville et aussi les produits qu'on vend, on crée une animation musicale, théâtrale, artistique, circassienne. Voilà, on essaye d'offrir parce qu'on est sur l'espace public, d'offrir aux habitants des Ponts-de-Cé du divertissement, du plaisir, du bonheur, du sourire, voilà. Donc, et de manière très soutenue, parce qu'en fait ils sont là à partir d'avril jusqu'à fin septembre. Oui. Et en fait il y a des animations tous les week-ends qui sont très 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 appréciées. Mais vraiment. Voilà, la moyenne, c'est un rendez-vous tous les 15 jours de théâtre, au moins, un concert ou 2 par semaine. On a fait les 2 premières années, on a retravaillé autour du bal populaire historique du bord de l'eau, mais en essayant de le dépoussiérer un petit peu. Et tout ça aussi en essayant de répondre aux attentes un peu du voisinage et de la ville et du bord de l'eau, quoi. Historiquement, les Ponts-de-Cé, c'est un lieu de guinguette ? Oui, je pense, oui. Alors, je n'ai pas l'historique précis, mais oui. Mais en fait, toute la région, même le Louette qui est juste à côté, il y a vraiment une culture de manger au bord de l'eau, les pieds dans l'eau. C'est vraiment très fort. Et c'est surtout que ça revient vraiment en force depuis, on va dire, 3-4 ans. Là, c'est de la folie, quoi. Ah, ça pousse, ça pousse comme partout. des champignons. Ouais. Comment on construit une programmation culturelle sur ces lieux, du coup ? Eh bien, en tout cas, nous, notre approche en Rouge et Loire, comme au Héron Carré, c'est de réfléchir autour de la réappropriation du domaine public. C'est-à-dire que ces 2 espaces qu'on occupe pendant la moitié de l'année
on essaye de faire en sorte que les habitants des villes où on propose ça se réapproprient cet espace-là. Donc c'est-à-dire qu'on donne la primauté aux artistes locaux, sur différents types d'art. En gros, la répartition, c'est ça, quoi. On a un peu plus d'un tiers de la programmation qui est réservée ou en tout cas proposée aux artistes locaux et le reste aux artistes nationaux et internationaux. Après, la proposition, elle est aussi, de par le fait que nous sommes sur le domaine public, elle est très large. Enfin, l'éventail de propositions musicales est super large, c'est-à-dire qu'on passe de la funk à la bossa nova, au hip-hop, à la trap music ou à la musique électro. Un peu moins au Pont-de-C parce qu'on a aussi des impératifs on est plus au cœur de la ville au Pont-de-C qu'on ne l'est à Angers. On peut plus faire d'électro là-bas. Et ici, on est à côté d'un EHPAD, donc on a aussi une proposition qui est adaptée à nos voisins. On a aussi, on essaye d'en donner pour tous, pour les plus petits, les plus grands. Voilà. Et puis il y a tout un tas de partenariats avec. Là, on a parlé de l'EHPAD, mais en fait, c'est un peu plus large. C'est que le prétexte de l'EHPAD fait qu'il y a plusieurs rendez-vous dans l'été avec des personnes âgées. Là, c'est pareil, c'est fou comment ça marche, quoi. Et puis les enfants avec la médiathèque. Oui, avec la médiathèque. Après, chaque occasion où on peut créer du lien avec des animations, quelles qu'elles soient, je sais pas moi, le club de karaté qui veut faire une petite initiation en plein air ou des choses comme ça, on communique ensemble et on essaye de se coordonner pour que ça vienne pas se marcher dessus. Et il y a vraiment un partenariat, quoi. Il y a vraiment une volonté d'implication dans le territoire. Et du coup, un travail de partenariat, de réseau avec les associations culturelles qui font de la création toute l'année. Et on leur propose de pouvoir soit venir de parler de ce qu'ils font, soit venir le présenter, le vendre. C'est dans un esprit de scène ouverte ou tu vas aller chercher ces assos ? Non, tout est préparé en amont. On essaye de coécrire à chaque fois parce qu'il y a des associations qui cherchent vraiment à investir le lieu scénographiquement, de faire des soirées assez spécifiques. Donc on essaye de coécrire les soirées qu'on fait ensemble pour que ce soit à chaque fois vraiment un événement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas que une boîte en bois où on les accueille, on cherche vraiment aussi à faire la fête ensemble, quoi, et à créer de l'événementiel. Boris parlait de réappropriation, c'est un peu l'idée de Rive d'Art aussi. Ah, tout à fait. Je pense que Rive d'Art, en fait, ça a été un peu le démarrage concret d'une politique très forte de se retourner, en fait, ne plus tourner le dos au fleuve. Comme dans plein de villes, aujourd'hui c'est assez courant, mais par rapport à la Loire, il y avait vraiment cette idée-là très forte. Et c'est vrai quand Rive d'Art et les trois lieux, puisque c'est un seul et même projet, a vu le jour, il y avait dans les objectifs, le premier, c'était ça, c'était se reconnecter à la Loire. Donc on a aujourd'hui une vue imprenable sur la Loire quand on est dans Rive d'Art. Parce que ce bâtiment, il est historique aussi. Oui, en termes de réappropriation, c'est une ancienne corderie, c'est ça ? Alors, non, avant c'était une corderie, mais alors c'est vrai que c'est lié aussi au patrimoine de la Loire. Mais après, ça a été en fait une usine de fabrication de hameçons. Ça s'appelait les usines Cannelle. Et en fait, c'est particulièrement important pour les habitants parce que c'est une usine qui a fermé ses portes à la fin du XXe siècle. Et donc, du coup, il y a encore des habitants qui ont travaillé dans l'usine, qui vivent et qui refréquentent le lieu. Donc, il y avait cette idée, oui, de réappropriation d'un lieu aussi de mémoire, quoi, où on a vécu des choses fortes. De mémoire qui reste jeune, j'ai envie de dire la mémoire, parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé dans l'usine qui sont toujours en vie. Oui, mais bon, c'est quand même un autre temps aussi. Quand on ressort de temps en temps des photos de l'époque, c'est vrai on a la maison des patrons, on a toute une culture de l'usine qui est quand même un peu particulière, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, et qui est très intéressante d'ailleurs, mais on est dans le patrimoine lié à la pêche aussi, la culture de la pêche. Il y en a qui se souviennent aussi d'avoir eu des inondations mémorables ici, parce qu'on a quand même des crues régulièrement. Et ils venaient en bateau à l'usine, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de récits encore, mais on a l'impression quand même de parler de loin dans le temps, mais même si c'est tout proche. Bon, parlons du présent, du coup, aujourd'hui, ouais. Rive d'Art, c'est quoi ?
Alors, Rive d'Art, donc c'est une partie du projet total, donc avec les 3 lieux. Les 3 lieux, c'est vraiment le volet touristique, hein. L'idée, c'était hôtel, restaurant, restaurant gastronomique, bistrot, 3 étoiles. Donc, il y avait cette idée-là, parce qu'on n'a pas ça sur le territoire, en fait. Donc voilà. Et en fait, il y a eu toute une dimension participative quand le projet a émergé, justement pour associer les habitants, puisque c'était leur patrimoine, en fait. Et dans ce projet participatif, il y avait l'idée d'accueillir des métiers d'art et d'en faire un lieu de création. Et à partir de là, en fait, on a construit, avec tout un tas de partenaires, un projet qui, à la fois double, c'est-à-dire d'accueillir des créateurs sur site. Donc il y a 10 ateliers qui sont occupés par des créateurs. Alors pas que métiers d'art, c'est beaucoup plus large, hein. Ça va jusqu'à la post-production audiovisuelle. Et un lieu où on vient visiter des expositions. Donc pour l'instant c'est des expositions, mais l'idée c'est d'avoir aussi d'autres actions, des conférences, etc. Donc c'est un lieu mixte en fait, à la fois public et privé. Et surtout un lieu lié à la notion de création. Voilà. L'idée, c'était de s'y faire mélanger finalement différents publics, que ce soit les locaux, les touristes, les créateurs. Oui, c'est brasser un petit peu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve, parce que l'été, grâce à la guinguette entre autres, mais on va dire à l'offre du territoire, on a effectivement des touristes qui passent. On a beaucoup d'angevins, c'est-à-dire des gens qui sont du territoire, mais qui redécouvrent les Ponts de Cé, puisque c'est qu'à 15 minutes du centre-ville, mais c'est quand même un peu la campagne. Et en fait, on se retrouve avec des gens locaux, on va dire, mais qui vraiment viennent profiter du lieu, de la reconnexion à la Loire et du coup d'un peu de culture. Donc c'était vraiment ça l'idée un peu comme la guinguette. La guinguette, c'est un peu ça aussi, c'est brasser les cultures, oui, c'est ça. Les publics. Exactement, le but c'est vraiment de créer un espace de rencontre et de faire en sorte, de toute façon, on s'en est rendu compte, nous en tant qu'acteurs culturels, et comment faire pour faire en sorte que les gens se posent à un endroit. Et il faut leur donner des choses à manger, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien intellectuellement que gustativement. Et voilà, c'est pour ça que les gens ils aiment se poser au Pont de Cé et qu'ils apprécient d'être ici, quoi. Parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à voir, il y a des choses à manger, il y a des choses à écouter. Et donc, de quoi se faire des bonnes balades aussi. Ouais, carrément. On est en plus complètement sur le passage de la Loire à vélo. Donc on a, comme on est juste à côté du camping aussi qui accueille pas mal de cyclotouristes, on a aussi tout ce mélange qui... C'est vrai qu'il y a pas mal de cyclistes l'été. Un endroit en termes de réappropriation, cette Loire à vélo, elle a joué son rôle aussi. Oui. Très clairement. Ouais. Avec une dimension comme le camping aujourd'hui d'ailleurs, une dimension... écolo. C'est-à-dire qu'on a encore des problèmes de stationnement ici, mais il y a quand même cette dimension-là qui est forte sur le côté préservation de l'environnement, respect de la Loire. Et en fait, c'est une évidence quand on vient ici, on ne peut que respecter l'environnement, mais vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Boris. Ouais. Nous, on a cherché aussi, de par les structures en bois dans lesquelles on propose toutes ces activités, d'être le plus discret possible et le mieux inséré dans le paysage. Ouais, c'est ça, dans le paysage, que ce soit le moins violent pour les yeux, et puis du coup ça donne un cadre qui est vraiment très agréable. Bon, ce qui nous relie aujourd'hui, c'est les 20 ans de l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on se pose la question de ce que c'est finalement que d'avoir 20 ans sur notre territoire. Est-ce que c'est un public que vous recherchez aussi bien l'un que l'autre? On cherche tous les publics, nous. D'aller chercher les jeunes de 20 ans. Est-ce que c'est un public difficile peut-être moins en guinguette que chez Rive d'Art? Enfin, c'est peut-être un a priori, mais oui, je dirais oui. Nous, c'est une population avec laquelle on travaille depuis longtemps. Moi, je suis issu du milieu culturel angevin. Et du coup, on grandit avec les plus jeunes, systématiquement. Donc on se doit de leur faire une proposition qui réponde aussi à leurs attentes. Mais aussi, c'est aussi on travaille aussi sur le côté transgénérationnel, c'est-à-dire aussi comment impliquer les plus vieux avec les plus jeunes et les plus jeunes avec les plus vieux,
pour que tout le monde passe un moment agréable ensemble, voir quelles sont les musiques qui arrivent à mixer tout ça. C'est hyper intéressant. Mais pour l'histoire d'avoir 20 ans en tout cas sur les bords de la Loire ici, pour nous c'est assez simple en fait de proposer ça. On a la proximité d'Angers qui est une ville qui est très étudiante, donc il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes, et voilà, plus on leur propose de choses, plus ils auront envie d'en faire. Donc je pense qu'on arrive plutôt à les faire venir chez nous. Il se trouve qu'on a oublié un élément. Donc il y a le camping, la guinguette, la rive d'Ar, mais il y a aussi la baignade. Oui. Qui est, pour cette population dont on parle, est un lieu vraiment attractif pour le coup. À défaut, en ce moment, on a ouvert là maintenant, mais c'est vrai qu'on a aussi une Loire où normalement on n'a pas le droit de se baigner, mais qui est quand même très attractive aussi. Parce qu'en fait, on a des grandes plages quand c'est un peu sec. Là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais en fait, on a des bancs de sable là qui s'étendent, et c'est vrai que y a du monde. Elle fait envie, surtout en temps de canicule. Il y a du monde. Complètement. Voilà. Donc je dirais qu'on a un territoire qui attire. Après, faire rentrer ces gens-là, voilà, cette jeunesse, dans les locaux, ça, c'est plus compliqué. Mais comme dans tout lieu de diffusion aujourd'hui, où on se pose cette question-là de comment les faire rentrer dans nos lieux, je dirais que le pari, c'est tout le développement des outils numériques. Là, en plus, il y a eu une recrudescence des utilisations pendant le confinement. Donc il y a cette piste-là que, alors c'est pas évident à mettre en place, mais voilà, on pense que c'est vraiment quelque chose à développer. Et cette idée de la valorisation de la création, parce qu'en fait, et le lien avec l'environnement. La jeunesse d'aujourd'hui est très sensibilisée, a envie d'agir, et notamment par le biais de la création. Donc si on accompagne ça, ça peut marcher, quoi. Donc voilà, c'est des pistes de développement par rapport aux 20 ans, comme on dit, aux jeunes de 20 ans. Voilà. C'est quoi vos accroches à tous les deux avec le Val-de-Loire? Donc Boris, toi tu disais que tu as grandi à Angers. Oui, moi j'ai grandi à Angers, je suis parti pour mieux revenir. Est-ce que tu as eu 20 ans à Angers? J'ai pas eu 20 ans à Angers, mais j'ai 20 ans de vie à Angers aujourd'hui. Moi, des jeunes de 20 ans que je vois au quotidien, moi j'ai une fille qui a 18 ans aussi, donc j'en vois aussi passer jusque dans ma maison. Ils ont cette envie, encore plus après cette période de confinement, je trouve, de se réapproprier le plein air. Et le plein air chez nous, au Pont de C, à Angers, le plein air, il est vraiment tourné autour de l'eau. C'est-à-dire que tout, je sais pas si c'est le côté paisible, le bruit de l'eau aussi qui te ramène à une espèce de douceur ou de tranquillité qui fait que les jeunes se regroupent au bord de l'eau pour boire des coups, pour écouter de la musique, parce que maintenant on peut écouter de la musique n'importe où. On n'est plus obligé de se trimballer un djembé pour agacer les voisins, on peut les agacer avec d'autres choses, c'est vachement bien. Donc vraiment les bords de l'eau sont vivent grâce à cette jeunesse. Donc ça c'est très positif, même si ça crée des petits problèmes ponctuellement. Mais moi je trouve ça très positif parce qu'en fait finalement je pense que ça va continuer. C'est-à-dire que là c'était l'effet effectivement on est enfermé, il faut qu'on sorte. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pris goût en fait. Nous avons tous pris goût à ça. Et on le constate, alors pas aujourd'hui là, mais je pense quand la météo là est en train de s'améliorer, on va de nouveau retrouver plein de groupes en fait sur les bords de Loire. Ouais. C'est sûr quoi. Et c'est très chouette. Toi Claire, tu as eu des accroches particulières avec Oui, alors je dis souvent que je suis Val-de-Loire? une fille de la Loire parce que je suis née à Saumur. Donc j'ai toujours vu la Loire tout le temps. Pas quand j'avais 20 ans. J'étais à Paris quand j'avais 20 ans, mais ouais, je suis très attachée à la Loire et je me ressource tous les matins. J'arrive au boulot, j'ai le privilège de pouvoir me ressourcer à ses côtés. Donc ça, oui, ça me parle. Par contre, quand j'avais 20 ans, je pense que j'ai fui. J'ai fui la Loire pour d'autres raisons, comme quand on a 20 ans, on fuit là où on est né. Et je pensais pas qu'un jour je reviendrais et que je serais autant attachée à la Loire. Mais peut-être qu'elle peut aussi plus attirer aujourd'hui qu'elle n'attirait. Peut-être, ouais. Justement pour les raisons qu'on vient de dire, ouais. De simplicité, reconnexion, puis farniente, le côté
on se pose, l'instant présent, tout ce qu'on a redécouvert là, tous là. Là, on est complètement en phase avec ça, ici. On devait fêter cet anniversaire des 20 ans. Quel était le travail que vous avez fait avec la mission Val-de-Loire pour cet anniversaire ? Alors moi j'ai servi d'interface pour l'instant. On a beaucoup échangé sur comment en faire un événement qui s'insère le mieux possible dans à la fois le paysage concret mais aussi les partenaires. Donc du coup la mise en relation avec Boris s'est faite assez rapidement, dès le début d'ailleurs, quasiment. Et puis il se trouve qu'on développe nous aussi d'autres actions et moi je suis vraiment chargée de connecter les choses, quoi. Et notamment on espère pouvoir avoir une animation fluviale. Ça, ce serait chouette qu'on y arrive, même si c'est compliqué. On est sur une portion de la Loire où c'est extrêmement compliqué, en fait. Soit on ne peut pas du tout naviguer, soit... Enfin bon. Et puis, la mise en relation entre la mission Val-de-Loire, l'action qu'ils proposent, et puis la population, grâce aux animations qu'on peut proposer, mais aussi par rapport à tout le tissu associatif qu'on a. Et comme maintenant on a du temps, ça va pouvoir être possible de monter des actions en partenariat avec le tissu associatif et du coup d'avoir des gens impliqués. Ça, c'est l'idéal. Quand on mène un projet, c'est que les habitants soient impliqués, on ne peut pas faire mieux pour qu'il y ait du monde et que ça marche, quoi. Donc voilà. Du coup, la connexion, Boris, ça s'est passé comment ? Moi, du coup, Claire on a un travail de proximité quand même au quotidien, en amont des saisons. Du coup, quand la proposition s'est faite, pour nous, c'était complètement... déjà, on était très contents de pouvoir accueillir Mission Val-de-Loire pour valoriser cet événement. C'est complètement cohérent avec ce qu'on fait, nous, au quotidien. C'est-à-dire d'essayer de mettre en avant et puis de trouver des prétextes à faire la fête. On est toujours content quand quelqu'un a une nouvelle idée. Nous, ce qu'on a pu apporter, c'était effectivement l'endroit qui se prêtait complètement avec pratiquement les pieds dans l'eau, donc c'était parfait. Sur 4 jours, on a travaillé ensemble avec Claire et l'équipe de Mission Val-de-Loire sur moi plutôt ma partie, c'est-à-dire plutôt l'aspect animation qui venait en plus de leurs propositions pédagogiques et culturelles et d'information, c'est-à-dire mettre un petit peu de légèreté. Donc on envisageait d'avoir un comédien sur site qui fasse un quiz autour de la Loire, autour des 20 ans, mais quelque chose qui soit et pédagogique et ludique en même temps. Il y avait un DJ set et un VJ set qui étaient en préparation, avec aussi toujours le thème de l'eau qui venait s'inscrire dans tout ça. Comme il y avait une péniche aussi qui était prévue et des possibilités de balade en tout, moi j'avais même commencé à réfléchir et pour cet événement et sur du un peu plus long terme, parce que ça fait longtemps que ça nous trotte dans la tête, d'organiser des concerts non plus au bord de l'eau mais directement sur l'eau. Ça se fait un petit peu sur Angers, nous on le fait avec des copains qui font de la balade en tout. Donc c'est c'était je pense que ça s'est fait assez simplement et ça s'est fait complètement logiquement parce qu'on était, je pense, au bon endroit tous, quoi. C'est exactement le sentiment que j'ai eu aussi. C'était pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt. Bon, tout ça n'est que partie remise. Oui. Ah bah oui, parce que maintenant on a envie. Je vous propose une petite pause. Vous êtes tous les deux en bord de Loire. Vous avez tous les deux de bonnes oreilles puisqu'on s'entend bien depuis tout à l'heure. Je vous propose un petit quiz audio. Des sons que nous a gentiment offert Boris Jolivet, qui est audio naturaliste, et donc il passe pas mal de temps avec ses micros en bord de Loire. Et on va voir si vous avez l'oreille affûtée. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, un premier son facile. Un colvert. Eh oui. Moi je vais risque d'être bien nul. Bon, allez, le premier point est pour Boris. Deuxième. Le deuxième, ça va encore, il devrait pas être trop compliqué.
Je te laisse Aucune répondre, idée. Claire. Ah non, aucune idée. Moi j'ai trouvé, mais je vais laisser des points à Claire quand même. Ah mais non, mais non. Ah, je pensais qu'il était pas si compliqué que ça, celui-ci. J'en ai aucune idée. Les meurs. Si je vous dis que ça a rapport à des dents. Un castor? Eh oui, un castor Ah. qui ronge. Ah, ça fait un drôle de bruit. Hein. Ouais. Bon, je vous propose un... Moi je doute un petit peu. Hein. Non, je plaisante, pas du tout. Je vous en propose un troisième. Qui est très compliqué, celui-ci. Ah, c'est impressionnant le son. Ah, les sons Ah, il y a de des grenouilles Boris sont derrière. magiques, hein. Ouais, il y a les C'est pas les grenouilles grenouilles. derrière. Moi j'ai reconnu les grenouilles, ça me fait Ouais, vous un- reconnaissez les grenouilles de loin, un et du demi-point. coup, ça, Je sais c'est... pas ce que c'est. Ce sont Ça des c'est. crapauds sonneurs. Ah, je sais pas c'était- s'il y en avait par ici. Il y a les grenouilles, ça c'est sûr. C'était mais- compliqué. Hein. Mm. Du coup, je vous en propose un dernier, un quatrième qui lui est évident. Je risque de me planter. Faut le tenter, Claire, faut le tenter. La LPO nous écoute. Vas-y. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme oiseau sur les bords de Loire C'est un petit son aigu, ouais, je sais pas du tout. Ça a un rapport avec le passé de Rive d'Art. Ah bon? C'est un hameçon, Article de pêche, Ouais. un Bah bouffon, ouais. un oiseau qui aurait un rapport avec la pêche, un martin. Martin Pêcheur. Pêcheur. le martin pêcheur. Ah, ok. C'est aigu? On dirait de tout petits. Ouais, c'est assez petits- Mais strident. Hein. il Merci. n'y a rien à manger sur les martins pêcheurs. Ah, t'as déjà essayé? C'est beaucoup trop petit. J'espère que ce petit quiz vous donnera envie de passer plus de temps à écouter la Loire. Ah, et puis à faire ce genre de jeu, c'est pas mal en Oui. fait. Ouais, ça vous Ouais, plaît ouais. Puis ça permet encore une fois de se connecter différemment, parce que le son c'est quand même assez puissant pour ça. Mm. Merci. On a parlé un peu du passé, on a parlé du présent. Vous la voyez comment, vous, la Loire et le Val-de-Loire dans 20 ans, puisqu'on est sur la thématique des 20 ans? Est-ce qu'on arrêtera de parler de réappropriation? J'espère. Parce que j'ai l'impression qu'on en parle depuis quand même très longtemps de réappropriation. J'espère. Par contre, j'aimerais bien qu'on arrête aussi, enfin que ça devienne une évidence la protection. Mm. C'est-à-dire que ce soit même plus une question à se poser, ça fait partie de nous. Je pense que dans 20 ans, j'espère, en tout cas mon projet c'est ça, c'est que ça fasse partie de nous, comme notre environnement. Ouais, et qu'en tout cas on continue effectivement à la regarder, à en prendre soin de cette vallée de la Loire. Et oui, qu'elle continue à faire partie de nos vies, c'est-à-dire qu'on ait le regard tourné vers elle et qu'on en tire des leçons en fait, de ce qui coule dessus, de ce que ça renvoie en fait de vivre au bord de l'eau. Et effectivement, et qu'on arrête, et que ça devienne une évidence. Moi je trouve ça intéressant ce que dit Claire, que ça devienne une évidence qu'il faut prendre soin de tout ça, quoi. Donc ouais, et j'espère qu'elle va continuer à vivre très sérieusement, et au bord de l'eau et sur l'eau, et qu'on fasse la fête dessus, qu'on s'aime, qu'on s'embrasse, et que tout soit beau au bord de l'eau. Ouais, il suffit de faire un peu confiance à la jeunesse, en fait. Je pense, sachant que moi je suis assez confiante. Le nombre de gens qui se sont réjouis de réentendre les oiseaux pendant le confinement, parce qu'il y en a quand même eu un paquet qui ont fait la remarque, je me dis il suffit de créer la rencontre. Grâce à des actions comme les nôtres, il suffit de créer la rencontre et c'est bon. Le rendez-vous est pris et on sait qu'ici on peut revenir à l'essentiel. Voilà. Pareil. En projet à plus court terme, on va parler un petit peu des actualités à venir. Déjà, on commence par Rive d'Art. Oui. Alors nous, on a réouvert il n'y a pas très longtemps et en fait, on a maintenu la programmation d'expo qu'on avait prévue et je suis assez contente parce que ça rentre en résonance avec tout ce qu'on vient de dire. On commence avec Nicolas Joliveau, qui est un illustrateur saumurois, qui a un très très beau travail de carnet de voyage. Et donc il expose ce travail-là pendant un mois. Et puis ensuite, on aura le travail de deux artistes de Trélazé, qui sont assez connus, qui sont Miki Nakamura et Jean-Michel Letellier, qui travaillent des œuvres en papier, qui sont absolument magnifiques, et qui fonctionnent bien dans le lieu, et surtout qui fonctionnent bien avec la lumière, l'ambiance. On parlait de zénitude tout à l'heure, mais c'est vraiment ça.
On est dans quelque chose de très zen. Donc je pense que ça va bien marcher. Ouais. Donc là, on démarre, on inaugure samedi la première expo de Nicolas Joliveau pendant tout le mois de juillet. Et puis le 1er août, ce sera jusqu'à fin septembre, ce sera Takumi, c'est le nom de l'expo. Donc ouais, jusqu'aux Journées du patrimoine après. Donc voilà, les 2 prochaines expos. Puis après, on enchaînera sur une exposition sur toute l'année. Et on est déjà en train de travailler à avril 2021. Du coup, je pense que vous n'allez pas tarder à vous y mettre aussi. Complètement. Donc on va pouvoir parler des 20 ans de la mission, des 21 ans, ou 20 ans bien tassés Voilà. de la mission. Enfin, pas de la mission, mais du classement. Et puis tout ce qui va graviter autour. Et c'est vrai que là, du coup, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on peut préparer le terrain beaucoup de manière très confortable, en se disant, voilà, je bloque le lieu. On va garder un peu ce qui était prévu, ou du coup, on peut imaginer du rajout? Alors, on va laisser la possibilité aux organisateurs de... Mais moi, je trouve que ce serait bien de co-construire encore plus, même si c'est vraiment ça qui est déjà en marche. Mais en gros, le concept est le même, oui. Voilà. Alors du coup, Boris, ouais, j'imagine que pour en Rouge-et-Loir, l'actu, elle, l'actu, voilà, l'actu c'est 2021. On commence déjà à y réfléchir. On est aussi nous très occupés parce qu'on a mis du coup on a tout misé sur le Héron Carré, qui est la grande sœur dans Rouge-et-Loir qui se trouve à Angers. Où donc toute l'équipe qui travaille habituellement en Rouge-et-Loir nous a rejoint là-bas. Donc on va essayer de limiter la casse avec le Héron Carré, et puis on va vite, même dans le courant de la saison, et puis principalement en fin de saison, commencer à réfléchir à la saison culturelle qu'on va vouloir proposer. Mais on a vraiment à cœur c'est ce qui se dit déjà pour 2021 au sein de l'équipe dans Rouge-et-Loir et du Héron Carré, c'est qu'on a envie de faire oublier cette année 2020 qui est un peu particulière. Donc on va vraiment se donner les moyens d'aller chercher les partenaires, d'aller chercher les associations, d'aller chercher les acteurs de la vie des Ponts-de-Cé et des alentours pour se dire que voilà quoi, ça y est, on en a bavé l'année dernière, mais 2021 ça va être bien, ça va être beau. Oui. Avant de se quitter, je vous donne le mot de la fin, les mots de la fin. Chacun 3 mots pour parler du Val-de-Loire. Sérénité, douceur de vivre et reconnexion. Du coup, je dois pas dire les mêmes, c'est ça? C'est mieux. On va pas copier sur la voisine. J'ai fait toute ma scolarité comme ça, moi. Mais en fait, je dirais l'eau en premier. Avec tout ce que ça propose de douceur, l'écologie et la fête. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Et puis, merci très vite. À très vite.